littéralement les 3 semaines les mieux investies de ma vie, faire mes premiers 100 000 euros dans le monde du SaaS. 1 million d'euros, 800 000 EBITDA. Ah ouais. Après, il y a de l'argent à faire, pas de gros acteurs, ça a l'air facile, il faut se poser les bonnes questions. Si ça a l'air facile, qu'est-ce que... Mon pote développeur m'a appelé la semaine dernière et il avait encore une idée. Et plutôt que de me la présenter, il m'a envoyé directement l'app qu'il a codée rapidement une après-midi avec Cloudcode. Et pendant qu'il me l'a présentée, j'ai pensé à une autre app dans le même domaine que j'utilise depuis à peu près 2 ans, qui est objectivement très mauvaise. Et le gars qui a ce SaaS fait plus d'1 million d'euros par an. Et je vais être honnête tout de suite, ce que je compte en faire est encore mieux que ce que j'ai trouvé, mais je t'explique ça un peu plus tard. Donc je repense à cette application que j'utilise depuis plus ou moins 2 ans, un vieux site des années 2000 en PHP, une app vraiment très simple, ça se voit que c'est pas entretenu depuis des années, et le résultat est franchement médiocre. En même temps, bon, je paye pas très cher comparé à ce qui se fait sur le marché. Mais au bout d'un moment, je trouvais le résultat tellement médiocre que je me suis dit, bon, ok, tu sais quoi, je vais le faire à la main. Résultat, ça m'a pris plus de 3 semaines pour avoir le résultat que ce SaaS offre en un claquement de doigts. Et c'était littéralement les 3 semaines les mieux investies de ma vie, puisque ce que j'ai réussi à faire m'a aidé à faire mes premiers 100 000 euros dans le monde du SaaS. Donc l'outil est mauvais, mais le besoin était tellement fort, le retour sur investissement était tellement fort que je l'ai quand même fait à la main. Rapidement, je commence à regarder ce que fait ce SaaS, dans quel environnement concurrentiel SEO évolue-t-il, est-ce qu'il y a vraiment un vrai travail derrière? Et là, plus de 100 000 requêtes sur les mots-clés sur lesquels ils sont référencés. Donc je regarde les concurrents, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, mais il y en a seulement 5 qui sont bien établis. Au final, la concurrence SEO, elle m'a l'air pas du tout inatteignable. Vu que c'est un vieux de la vieille, je vais sur société.com, je regarde, est-ce que ces bilans sont accessibles? Oui, ils sont accessibles. Dernier bilan 2020, 1 million d'euros, 800 000 EBITDA. Ah ouais, quand même, 80% de marge, c'est pas mal. Donc à ce stade, tu penses certainement la même chose que moi. Qu'est-ce que t'attends? Il faut y aller. Du coup, je me dis, ok, il y a de l'argent à faire, il n'y a pas de gros acteurs, ça a l'air facile, donc il faut se poser les bonnes questions. Toujours la question que je me pose à ce moment-là, c'est si ça a l'air facile, qu'est-ce que je ne vois pas? Et là, du coup, 2 hypothèses. La première, il y a une contrainte technique que je ne vois pas, potentiellement un agrément, une certification, une API fermée. Deuxième hypothèse, un sujet sensible qui s'approche juridiquement de la ligne jaune, un peu trop borderline. Qu'est-ce que c'est? Du coup, la bonne question à te poser à ce moment-là, c'est pas pourquoi personne ne l'a fait, mais plutôt qu'est-ce que je ne vois pas. D'ailleurs, c'est mon métier. Si tu es la tête dans le guidon, que ton SaaS est en dessous des 10K de MRR, je t'invite à regarder la vidéo juste au-dessus. Elle va t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir débloquer les goulots d'étranglement qui t'empêchent d'aller chercher de la croissance. Et ça, avec une analyse de cas très concrète, chiffrée, tu vas voir exactement ce qu'on a fait. Tu pourras aussi l'appliquer à ton SaaS. Au final, c'était l'hypothèse 2. Un sujet sensible, des grosses notions de gestion de base de données, de RGPD, SOC 1, SOC 2, etc. Et en apparence, tous ces potentiels du coup concurrents, si je décidais effectivement de me lancer dans l'aventure, affichaient fièrement du RGPD, des certifications, des garanties, etc. etc. Bon, ça fait pas à moi, ça fait déjà 2-3 ans que j'utilise ça. Donc, direction, conditions générales de service, conditions générales de vente, CGU, enfin bref, la totale. Et là, je me rends compte, comme très souvent en marketing, il y a des choses qui sont avancées sur la homepage ou sur les pages de conversion, mais dans les conditions générales, il n'en est rien. La vérité est que c'est simplement du marketing pour te mettre en confiance. Ça, je le savais puisque j'ai déjà fait appel à ce service. Plusieurs fois, j'ai déjà utilisé ce SaaS. Plusieurs fois, et c'est justement ce qui m'avait freiné à l'achat la toute première fois. En fait, la différence entre les 5 concurrents et les 1 ou 2 qui avaient vraiment de la grosse qualité, bah, le prix, c'était littéralement du x40. Donc bon, j'avais pas trop le choix, quoi. Et du coup, en apparence, le SaaS pas très cher qui fait le taf médiocre, mais qui le fait quand même, ressemble de très très près à celui qui est 40 fois plus cher. La promesse et l'utilité de ce SaaS est exactement la même. Donc factuellement, qu'est-ce qui va différencier ces deux-là? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un curseur. D'un côté, le pas cher avait 25-30% de marge d'erreur factuelle,
Et de l'autre côté, tu avais 1% d'erreur. Et apparemment, pour passer de ce 25 à 1%, les grands comptes corporate, plan enterprise étaient prêts à payer très cher et maintenant, avec le recul, je le comprends. Et après investigation, je me rends compte que ce prix n'est pas du tout abusif. Parce que pour passer de 3% de marge d'erreur, par exemple, à 1%, c'est très cher et ça justifie le fait que le SaaS A et le SaaS B soient 40 fois plus chers. Du coup, là, j'ai compris la vraie structure de ce marché. En fait, c'est la structure de tous les marchés. C'est une question de curseur. D'un côté, tu vas avoir à l'extrémité pas cher du low cost qui, certes, fait le taf, mais de manière médiocre. Et de l'autre côté, tu vas avoir le truc parfait, très cher, tous les agréments, tout ce que tu veux. Du coup, à ce stade, tu l'as peut-être compris, la structure de ce marché et en fait de tous les autres, je pense que c'est fondamental. Elle ne réside pas nécessairement dans le produit en lui-même, mais dans la valeur que va percevoir ton utilisateur et comment est-ce qu'il va pouvoir la quantifier. Là, en l'occurrence, ce qui est le plus embêtant dans mon cas, c'est la marge d'erreur. Moins il y a d'erreurs, plus les gens sont prêts à payer cher parce que c'est exactement là qu'ils arrivent à évaluer la valeur du produit du SaaS. C'est pareil, par exemple, pour Slack. Slack, la value métrique, on appelle ça, de Slack, c'est les utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus la puissance de Slack se dévoile, puisque c'est fait pour manager, gérer les équipes, communiquer, etc., etc. Donc un SaaS va te faire payer de plus en plus cher là où la valeur réside. Et en fait, quand tu regardes bien ce schéma de curseur, il est partout. Par exemple, d'un côté, tu vas avoir un café soluble, pas cher, facile, rapide, mais médiocre, pas très bon, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, tu vas avoir un barista expérimenté qui va sélectionner son grain, le moudre, faire tout ce qu'il faut dans le cylindre, etc., te faire le café, et là, tu vas avoir un café exceptionnel. Et la différence de prix entre les deux, très factuellement, c'est entre 20 et 40 fois le prix. Et au milieu, tu vas avoir la machine à expresso ou une machine un peu plus avancée qui va te moudre le grain et faire ton café. Tu pourras le faire chez toi. Et là, ce sera pas mal. Autre exemple, le logement. Tu veux partir en vacances, d'un côté, tu vas avoir les auberges de jeunesse. Pas cher du tout. Des fois, tu es au 4e étage pour aller à la cuisine, il faut aller tout en bas. C'est pratique parce que c'est pas cher, mais c'est assez chiant. De l'autre côté, à l'extrême, tu vas avoir les hôtels 4-5 étoiles, all inclusive, doigts de pied en éventail, pina colada, ce que tu veux. C'est le top du top. Et entre les deux, nouveau curseur, tu as Airbnb. C'est pas forcément cher, tu as ton indépendance, tu peux avoir de très beaux logements et ça s'adresse à beaucoup de gens. Donc le TAM, le Total Addressable Market, est assez grand. Autre exemple, dans le SaaS cette fois-ci. Donc la fondatrice de Vanta, qui travaillait auparavant chez Dropbox, Dropbox étant un SaaS d'hébergement de fichiers de manière sécurisée, donc agrément SOC 1, SOC 2, RGPD, tout ce que tu veux. Elle s'est rendue compte que lorsqu'elle travaillait chez Dropbox, durant la phase pour obtenir ou mettre à jour l'agrément SOC 2, c'était extrêmement long, extrêmement coûteux, fallait faire beaucoup d'allers-retours, des fois ça passait pas. Bref, un truc très chiant. Du coup, elle s'est documentée sur le marché, au même titre que je suis en train de t'expliquer ce curseur. D'un côté, tu avais, bon là on parle de solutions qui sont quand même assez chères dans tous les cas. Donc, d'un côté, tu avais le pas cher et lent des cabinets de conseil spécialisés qui te permettaient de pouvoir avoir cet agrément SOC 2, mais ça passait pas toujours. Et de l'autre côté, dans le très cher, tu avais des structures spécialisées qui faisaient que ça et qui étaient beaucoup plus chères et tout aussi longues. Mais en fait, au milieu, tu n'avais rien. Et c'est là qu'elle a créé Vanta, qui a productisé d'une certaine manière les agréments SOC 2. La qualité, c'est exactement la même, mais là où elle a gagné du temps et ça lui a permis aussi de facturer moins cher, c'est qu'elle a pensé différemment la production de l'acquisition de cet agrément SOC 2. Grosso modo, aujourd'hui, je crois que ça fait 300 millions d'ARR, Valo à plus de 4 milliards. Tout ça pour une histoire de curseur. Bonne question à te poser. C'est pas est-ce que mon idée est bonne, c'est est-ce que l'idée que j'ai aujourd'hui est adaptée à où j'en suis aujourd'hui, les moyens que j'ai, etc. C'est comme tous ces mecs qui te font le playbook Notion, Lovable et j'en passe, et qui te disent applique ça, c'est bon, tu vas péter le million. Attends, on parle de boîtes qui sont ultra structurées, qui parfois ont levé des fonds, tu ne peux pas te comparer. C'est impossible. Le playbook de Notion appliqué à une copycat de Notion ne fonctionnera tout simplement pas. Tu peux essayer, il y a plein de gens qui ont essayé, ils se sont cassés les dents. Du coup, moi, dans mon cas, je ne peux pas productiser jusqu'au 1% parce que ça me coûterait beaucoup trop cher.
Par contre, là où il n'y a personne et qui est relativement acceptable, c'est d'aller chercher les 3% d'erreur. Et là, par contre, ça, je peux le faire. Donc, ce schéma de pensée, je t'invite à l'appliquer à toi-même. Donc, dans un monde où, en apparence, je dis bien en apparence, coder une app est à la portée de n'importe qui, est-ce que, est-ce que savoir construire vaut encore quelque chose ou est-ce que savoir voir juste vaut davantage? Donc, tu l'as compris, d'une certaine manière, avoir le nez fin, ça se travaille. Sentir les bonnes opportunités, savoir faire des bons ciblages, et quand bien même tu te trompes, parce que tu te tromperas, savoir itérer rapidement. Du coup, plutôt que de te donner un playbook, quelque chose qui n'aura pas de sens pour toi, qui ne pourra pas être adapté à toi, contrairement à ce qu'on veut te faire penser de la méthode en 3 étapes, Claude Code, agent IA, mes couilles pour devenir millionnaire avec ton SaaS, ça c'est du bullshit. J'en peux plus de me voir ces vidéos-là. Là, je vais essayer de te donner quelque chose qui va pouvoir vraiment t'amener à avoir une réflexion qui ne peut que t'aider. C'est certain. Pour que toi aussi, tu puisses soit valider, soit trouver des bonnes idées qui sont bonnes pour toi aujourd'hui avec ce que tu as aujourd'hui en mettant en place le bon curseur, en analysant de manière pragmatique ton marché. Du coup, voici 4 questions que tu devrais te poser qui sont fondamentales, qui vont te permettre de comprendre le marché auquel tu veux t'adresser et surtout d'identifier ses limites et dans quelle mesure tu vas pouvoir t'insérer dans ce marché pour prendre un segment qui t'est propre sans avoir besoin d'utiliser le playbook Notion ou un truc qui n'a pas de sens et qui n'est pas adapté à toi. Par exemple, donc première question, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu tolères? Donc quand je dis qu'est-ce que tu tolères, ce que je veux dire par là, c'est quel signal ça t'envoie. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai utilisé pendant des années, j'ai payé assez cher quand même un SaaS qui, au final, était l'évidence parce qu'il n'y avait que lui, comme tu l'as compris, mais j'étais gêné de le payer à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai tout fait à la main. Ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai eu un retour sur investissement énorme. Mais je le tolérais, ça. C'était un signal. Donc ce signal, écoute-le. Qu'est-ce que tu as dans ton environnement aujourd'hui que tu utilises qui n'est pas comme tu veux? Et va calquer ça au marché, au son que le marché fait, au bruit qu'il fait. Essaye de traduire pour voir si c'est une pensée isolée que toi tu as ou est-ce que c'est une pensée que tous les autres ont. Puisque dans mon cas, je ne suis pas du tout le seul à penser ce que je viens de t'expliquer. Donc ça, c'est un signal fort. Aussi, deuxième question, si tu as l'impression d'avoir trouvé vraiment le prochain truc qui va exploser, en fait, pose-toi la question, pourquoi avant moi, personne n'y est allé? Comme je t'ai expliqué, tu as souvent plusieurs hypothèses. Tu vas avoir des problèmes d'agrément, tu vas avoir des problèmes d'RGPD, tu vas avoir des problèmes juridiques, tu vas être trop proche de la ligne jaune, ça va être trop borderline. Donc pose-toi la question, pourquoi personne n'y va? Ensuite, troisième question, une fois que tu as identifié ça, est-ce que cette barrière ressemble plutôt à un mur infranchissable ou à un curseur? Et si tout le monde traite ce sujet-là de manière très binaire, eh bien, cherche le milieu. Parce que dans la manière de produire, tu vas peut-être avoir la qualité d'une extrémité tout en ayant des coûts qui se rapprochent de l'autre extrémité. Et du coup, tu vas pouvoir créer un nouveau segment dans lequel là, tu pourras aller chercher des parts de marché puisque tu as le meilleur des deux mondes, d'une certaine manière. Et quatrième question, décisive, c'est est-ce que je peux tenir mes positions et mes croyances sur du moyen long terme avec ce que j'ai aujourd'hui? Parce qu'une fois de plus, se comparer à des personnes qui ont levé des millions, qui brassent déjà des millions, ça n'a aucun sens. Si tu t'attaques à trop gros et que tu n'arrives pas à sortir de cet océan rouge grâce au curseur, t'es mort. Donc, est-ce que tu as suffisamment de ressources à tous les niveaux, que ce soit l'intellect, que ce soit finance, que ce soit le réseau, pour pouvoir tenir ta position et ta croyance suffisamment longtemps pour gagner? Parce que quand tu fais du SaaS, crois-moi, tu vas avoir besoin d'avoir des convictions très fortes et parfois le marché te dira pendant des mois que tu as tort, puis il suffit d'avoir raison une seule fois et tu gagneras. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis, à partager même tes idées, ton SaaS. Et si tu veux qu'on en discute ensemble, envoie-moi simplement un message sur Instagram, Monsieur MRR. C'était Thomas. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.